Anissé Ekane, président du Manidem, réagit aux sorties de cette audience. Je vous invite à le suivre. Et si c'est ça, mais on ne devient pas ça. Qui est placé là à côté? Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais on ne sait jamais. On peut rêver. L'intérêt et l'avenir du pays et de nos enfants sont en jeu. Et bon, espérons que la décision ne dépendra pas du faux théâtre qu'on vient de vivre. Voilà. Espérons. Moi, j'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais jeune. Donc, j'étais à l'aise. Mais vous avez surtout dénoncé ce que vous avez considéré comme une nouvelle forfaiture, surtout votre prise de parole après la sortie de Maître Oum. Oui, vous savez, ce qui est dommage, c'est que les argumentaires sortent du cadre politique et vont dans le cadre régional. Un des avocats de la partie adverse dit « Nous avons lutté », parlant de sa communauté. C'est pitoyable. L'un de nos meilleurs combattants dans la lutte armée venait du sud du pays. Moumi était au nord, il y a eu des foyers péchistes énormes. Douala, c'était essentiellement le littoral, c'était le centre du maquis lorsque Wangé est rentré. Et bah ça, bien sûr, on peut lutter là. N'en parlons pas. Donc, dire que nous avons lutté, c'est pas des pays. J'étais au moins sûr, lui n'a pas lutté. Vous l'avez lutté, vous l'avez rappelé. Je lutte. Vous luttez encore. Je lutte encore. La preuve, on n'est pas encore au pouvoir. Oui. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. En marge de cette élection présidentielle, cette sortie du chef traditionnel Bamandjou qui dit, je cite, « Entendez-vous pour faire partir Paul Biya, fédérer les énergies de toute l'opposition et présenter un candidat consensuel pour la transition au sommet de l'État du Cameroun ?» Fin de citation. C'est la principale recommandation du roi Sékou Jean Ramo à certains candidats à l'élection présidentielle qui ont rendu visite au souverain le week-end à Bamandjou dans la région de l'Ouest du Cameroun. Après ce message adressé au leader de l'opposition, le monarque a ensuite demandé aux Camerounais de prendre leur destin en main en 2025. Franck Duroc-Tassanquin. Entendez-vous pour faire partir Biya et remettre de l'ordre au Cameroun? C'est simple. C'est vous qui allez rendre ça difficile. Le message de Jean Ramo Sokunju, roi des Bamandjou, dans la région de l'Ouest Cameroun, adressé à quelques leaders politiques, candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2025, est clair. Une candidature consensuelle de l'opposition. Je demande aux leaders ici présents d'être des émissaires, comme je viens de le dire, pour aller ramener tous les autres leaders du Cameroun pour qu'ensemble, vous puissiez libérer le Cameroun. À l'heure où je vous parle, il n'y a pas un autre moyen pour libérer le Cameroun sans passer par une plateforme des leaders des partis politiques. Au moment où vous partez, avec le pouvoir de Dieu qui m'a donné, je compte sur vous pour que le Cameroun soit libéré grâce à vous. À l'invitation de Patricia Tomaino Ndamjoya, les forces politiques de l'opposition se sont réunies à Fumban, dans le département du Noun, avant de se rendre par la suite au palais royal du Faux des Bamandjou. Pour le doyen des chefs traditionnels du Cameroun, connu pour ses différentes prises de position à l'égard du régime de Yaoundé, le moment est plus que jamais indiqué pour l'opposition, dans toute sa diversité, d'obtenir une alternance historique au Cameroun. Vous tous qui êtes ici dans la salle, qui êtes venus ici, je pense que vous êtes tous mes messagers. Voilà, mes messagers. Pour
communiquer cette information à tous les ordres. Que moi, le chef Soukoutou, je demande à tous les Camerounais, donc vous êtes les messagers, les porte-paroles, je demande à tous les Camerounais de s'entendre en un seul homme. Pendant plusieurs heures d'échange sur l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, le souverain a appelé les hommes politiques engagés dans la course vers le palais de Toudi à la solidarité pour le bien commun du peuple camerounais. On peut également déplorer, Père Ludovic Lado, la mobilisation autour du Palais des Congrès. On a vu des Camerounais tenter de regagner le Palais des Congrès, poursuivre justement ce contentieux préélectoral. Il y a eu quelques échauffourées enregistrées à Yaoundé ce jour. Comment justifier ou bien comment vous interprétez ces manifestations, cette mobilisation des Camerounais qui voulaient absolument suivre cette audience? S'intéressent à la vie politique de leur pays, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, je crois qu'il y a un article de la loi camerounaise, je crois même de la Constitution, qui prévoit que les contentieux d'ordre électoral et même liés au référendum doivent être publics. Et je crois que ça aurait été plus simple simplement de rediffuser ce contentieux ou de diffuser ce contentieux sur la CRTV ou sur les médias du Cameroun pour éviter justement que les gens ne s'attroupent autour du lieu où siègent justement les avocats et les juges. Donc, et je crois que j'ai cru entendre, ça reste à confirmer, que certains médias avaient pris sur eux d'ailleurs de rediffuser ou de diffuser en direct et on leur a intimé l'ordre de cesser à un moment donné. Et donc, c'est dommage parce qu'encore une fois, il n'y a rien à cacher. Et donc, par conséquent, l'idéal aurait été, surtout si on veut dire le droit, et éviter justement que la suspicion pèse sur cette instance suprême de validation d'une élection, eh bien, que les suspicions de partialité, eh bien, il fallait simplement rendre les délibérations publiques pour permettre à la majorité des Camerounais d'apprécier par eux-mêmes le poids des arguments et de se faire une idée, justement, de est-ce que le droit est dit ou pas. Donc, encore une fois, parce qu'il y a toujours un risque quand les foules s'amassent autour d'une institution comme celle-là, et le risque, personne ne veut de la... L'idéal, c'est qu'il n'y ait pas de violence au Cameroun, parce que la violence n'a jamais résolu un problème. Mais pour éviter la violence, il suffit de dire le droit. Idrick Noupa, votre avis sur cette première journée du contentieux préélectoral? Vous l'avez suivi? C'est vrai qu'il y a des médias, certains médias n'ont pas pu faire des directs. 2, 3 ont retransmis la première partie, même si on n'a pas eu la suite, de manière indiscrète comme ça, indirecte. Il y a des uns et des autres qui ont lancé des directs sur leur page, donc on a suivi plutôt, on a écouté le son, on n'a pas vu la vidéo, mais à cette heure-ci, on a une idée de ce qui s'est passé dans la salle d'audience. Votre avis? Oui, c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de vraiment essayer de regarder de plus loin ce qui s'est produit au niveau du Conseil constitutionnel avec les occupations professionnelles. Mais mon observation depuis un bon bout de temps par rapport, c'est que les Camerounais ont soif de changement. Quand on réouvre de tout ce qui s'est produit, ça démontre l'intensité de la soif du changement du peuple camerounais. Et comme l'a si bien dit le père Ludovic, il faut respecter le droit. Moi, je pense que la Cour constitutionnelle, le monde nous regarde, le monde a les regards sur nous. Le Conseil constitutionnel doit dire le droit. C'est le moins que je puisse dire à ce sujet. Roland Tapi, contrairement à 2018, on n'a pas pu suivre ce contentieux préélectoral en direct sur la CRTV. Très peu de médias ont pu voler quelques images, même si certains ont été menacés, notamment des confrères journalistes.
Est-ce, s'il faut interpréter cela, on doit voir en cela un refus d'accès à l'information? Bien entendu. C'est vrai qu'il faut rappeler qu'en 2018, ce qui était retransmis en direct, c'était le contentieux électoral, c'est-à-dire qu'après l'élection elle-même, et que on était là en face des candidats qui réclamaient la victoire et dénonçaient des fraudes. Ici, là, on est dans le contentieux pré-électoral. On est encore au niveau des candidatures qui ont été rejetées, qui devaient être, d'après les plaignants, réhabilités pour une raison ou pour une autre. Donc, de toute façon, les débats étant supposés être publics, puisqu'effectivement, la justice au Cameroun est rendue au nom du peuple camerounais, ça faut jamais l'oublier. Je comprends pas pourquoi les débats qui doivent aboutir à cette justice qui doit être rendue devaient être cachés au public. Donc, en principe, dans un système démocratique normal où on n'a rien à cacher, où on prend la transparence, on devrait permettre que des volontés, parce qu'il y a des médias qui ont pris l'initiative de mettre moyens logistiques à disposition pour pouvoir retransmettre ça. C'est-à-dire qu'on ne demandait même pas au Conseil constitutionnel, ni même à l'État, ni au pouvoir, de pouvoir y mettre un quelconque moyen, mais juste par soif d'informer, dans leur mission de donner l'information au public en temps réel. Il y a des médias qui se sont proposés de le faire, mais là, on le leur interdit encore. Là, il y a un souci. On dirait que c'était une session du Conseil municipal ou bien de l'Assemblée nationale où il est prévu quelque part que d'abord c'est public, mais il est prévu quand même qu'on peut décider que ce soit fermé au public pour une raison ou pour une autre. Mais là, pour ce qui est de la justice, je précise que la justice est rendue au nom du peuple camerounais. Ce n'est pas normal qu'on la lui interdise. Et non seulement l'a interdit, mais avant même, depuis 24 heures au moins, on a tout fait pour empêcher que le public, justement, arrive au lieu où cette justice doit être rendue. C'est quand même un problème. Qu'est-ce qu'on a à cacher en prévenant que les gens n'arrivent au Conseil constitutionnel, du moins c'est là où ils siègent, en disposant des forces de l'ordre un peu partout. Et le préfet du Foundi a même pris une note pour dire qu'il faudrait que le Conseil constitutionnel a indiqué que seuls les partis intéressés devraient être dans la salle et donc tous les autres personnes sont interdites. Non, on ne peut pas admettre ça. Donc, il y a là d'abord un déni de transparence par rapport au public qui a droit à cette information. Il y a un refus, ou plutôt un refus d'un droit à l'information auquel le public également a droit. Et là, il faut le regretter parce que, comme je disais tantôt, on n'a pas demandé que le pouvoir, bien le Conseil constitutionnel, mette des moyens supplémentaires pour que l'information soit au niveau du public. Des médias, dans le souci d'avoir l'information, viennent eux-mêmes et vous le leur interdisez. Il y a un souci là quand même. Ça, c'est ce que je peux dire par rapport à cette façon de faire. Et maintenant, pour le dérouler lui-même, je me réserve un peu de me prononcer pour ce premier jour en attendant que les autres viennent. Parce qu'il y a quand même 35 recours. Voir la suite, oui. Il y a quand même 35 recours. Jusqu'ici, c'est à peine 3 qui ont... 4 dossiers examinés. Déjà. C'est vrai que à la lieu où les choses vont, c'est pas rassurant du tout. Pourtant, on attend du Conseil constitutionnel qu'il rassure les Camerounais, qu'ils peuvent espérer vivre dans un état de droit, qu'ils regardent exactement les dossiers et s'en tiennent, je veux dire quoi, au motif invoqué par Elekam. Parce que si Elekam a rejeté un dossier en disant pluralité de candidature, par exemple, on souhaiterait, par exemple, que le Conseil constitutionnel s'appuie tout simplement sur cette notion de pluralité des candidatures. D'investiture, que de commencer à laisser de la diversion prendre place dans un débat comme celui-là. C'est quelque chose qu'il faut regretter. Pour le moment, on observe encore, on aura l'occasion d'y revenir, Roland Tsapi, mais vous parliez tout à l'heure de refus du droit à l'information. Docteur Bonono, est-ce qu'on peut faire directement le lien? C'est vrai que depuis la convocation du corps électoral, il y a des appels à l'insurrection qui se multiplient entre le dispositif sécuritaire, entre ces appels donc, et le dispositif sécuritaire mis en place dans toute la ville, hein, dans tout le pays même, notamment dans les villes de Douala et Yaoundé.
et ce refus d'accès à l'information, on peut directement faire le lien, selon vous? Est forcément évident, c'est-à-dire que ça peut être ça qui explique, mais ça ne devrait pas justifier ce déni de droit pour l'accès à l'information. Je voudrais dire que, en principe, comme on le dit, hein, les audiences au Conseil constitutionnel devraient être publiques, ouvertes au public, à ceux qui veulent venir assister. Mais j'ai suivi une intervention d'un de vos confrères, Christophe Bobio-Kono, qui répondait justement à Jean-Bruno Tani par rapport au cas de la chaîne de télévision qui a engagé le truc en direct, qui disait que est-ce que, par exemple, Balafon et tous ces médias ont sciemment sollicité des couvertures, parce que vous, en tant que professionnel, je n'en sais rien. Il y a quand même un ensemble de mesures qu'il faut prendre, c'est-à-dire que peut-être solliciter la demande de couverture ou ainsi de suite dans ce sens-là. Bon, maintenant, si ça a été fait et que ça a été refusé, c'est encore très dangereux. Quelque part, je ne sais pas jusqu'où c'est vrai, que la CRTV aurait demandé la couverture et que le Conseil, je mets vraiment ça au conditionnel parce que je n'ai pas fait toutes les vérifications, mais ce serait parce que effectivement, tel que vous le dites, il n'y a rien à gagner, rien à perdre. Il fallait qu'on présente aux Camerounais parce que c'est aussi instructif. Ça permet aux Camerounais vraiment de s'éduquer du point de vue de la démocratie, de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça se vit. Et ça fait une fierté. On se souvient en 2018, lorsque la retranscription du contentieux post-électoral se passait, on a vu pour une rare fois au Cameroun que c'était toute activité cessante. C'est-à-dire que tous les Camerounais étaient accrochés à la télé. On dirait un match de football comme on a l'habitude de voir au Cameroun. Tout le monde suivait avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de plaisir. Comment est-ce que ça se vit? Est-ce que c'était pertinent? Je veux dire, est-ce que c'était intéressant, les décisions qui ont été prises par la suite? Ça, c'est un autre débat, mais on était fiers d'être Camerounais, de vivre ces moments-là, de voir à la télé comment on discute des problèmes du Cameroun, comment les arguments juridiques se confrontaient les uns et les autres. On aurait pu laisser ça pour cette fois-ci, que cela n'allait rien enlever, justement, ce qui se passerait, étant entendu effectivement que, comme on l'a dit, nous tous nous attendons que le droit soit dit. Parce que il faut dire que on est un contentieux préélectoral. Et il y aura le contentieux, si jamais un contentieux post-électoral, ce serait intéressant qu'on puisse donner des garanties au moins aux Camerounais que on est dans une situation, un contexte où au moins cette élection peut avoir des indicateurs d'une élection transparente. Avant de connaître la suite du contentieux, il y a un mouvement qui est né et dont les membres se sont réunis le week-end à Fumban, dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun, le mouvement Alliés et Citoyens Patriotes. Une rencontre en vue de la désignation d'un candidat consensuel parmi ces leaders ou candidats à l'élection présidentielle qu'on a vu. Il y a le candidat du PURS, votre candidat, Dr René Bonono, Serge Espoir Matomba, qui a donc rejoint le mouvement et qui semble soutenir l'initiative. Pour quelle raison votre candidat ou le PURS décide de cheminer finalement avec tous ces candidats à l'élection présidentielle et leaders de partis qu'on a vus le week-end à Fumban autour de Patricia Tomaino Ndamjoya, présidente de l'UDC? Bon, d'abord deux choses que je veux préciser. Vous utilisez le mot finalement, c'est comme si le PURS avait un jour refusé de se retrouver dans ce genre de dynamique. Non, pas du tout. C'est vrai que depuis le début, le Serge Espoir Matomba s'est dit ouvert à toute idée de coalition, voilà, ainsi de suite. Mais on a vu les uns et les autres lors des concertations avec justement Patricia Tomaino. On n'a pas vu le représentant du PURS. C'est pourquoi je dis finalement. Ben, écoutez, je sais pas à quel point vous avez du temps pour expliquer les détails de certaines choses. Je voudrais juste dire que, vous l'avez dit, dès la création du PURS, nous avons été toujours favorables à une idée de coalition, de mutualisation, d'alliance, tous les concepts que vous voulez. Et justement, depuis cette élection, l'effervescence de cette élection, nous avons toujours dit que nous sommes favorables
à la logique d'une candidature consensuelle, mais à une condition. Cette candidature consensuelle ne doit pas être le choix d'un homme, mais d'un programme commun. Et sur la base justement de ce que nous proposons, du moins je vais dire que ce soit pris en compte les éléments en termes de souveraineté, d'identité et d'union. Et nous ne fermons donc pas la porte. Je voudrais juste dire ici que tous les mouvements qui sont nés, je me rappelle il y a quelques mois, je me suis retrouvé sur un plateau de télé avec M. Anissé Kani. Je fustigeais déjà le fait que dans une des déclarations du groupe de Douala, ils disaient qu'ils ont vu tous les potentiels candidats déclarés à l'élection présidentielle. Je rappelais que vous n'avez jamais rencontré Serge Espoir Nantomba jusqu'à aujourd'hui et je ne sais pas pour quelle raison exactement. C'est le même reproche qu'on avait adressé à M. Olivier Binet à l'époque qui avait sa plateforme. Même chose pour l'APC. Donc, cette fois-ci, Mme Tomanou Damdoya a rédigé une correspondance qu'elle a adressée officiellement aux différents responsables candidats des partis politiques. Et nous avons dit qu'on va participer à cet échange. C'est le début d'un processus sur la base des éléments que je viens d'indiquer, c'est-à-dire que il faut que, si vous voyez bien les deux engagements qui ont été pris, identifier, faire un choix d'un candidat consensuel autour d'un programme commun et mobiliser les Camerounais pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités et aller voter le 12 octobre prochain et protéger leur voix. Si nous sommes dans cette démarche, comme en 2018, vous vous souvenez de ce qui s'est passé, nous avons été même les seuls pratiquement à croire à cette affaire de coalition, de candidature consensuelle parce que, effectivement, nous avons attendu le professeur Maurice Kamto pendant 2 jours pour échanger et discuter. Après, il y a eu des affaires des images de corruption d'argent où nous ne nous retrouvions pas, effectivement. Et je voudrais dire également que nous avons dit depuis le début qu'il ne sert à rien de lancer des échanges de possibilités de candidats consensuels avec tous ceux qui déclarent juste leur intention d'être candidat. Au moment où on va sortir la liste des candidatures, que le Conseil constitutionnel, le Conseil électoral sortira la liste des candidatures, on peut commencer les échanges jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel vide les dossiers inscrits à son rôle. Et on continue dans les échanges. Nous avons jusqu'à, la loi le permet, avant l'impression des bulletins de vote et des bulletins de campagne. Nous avons au moins 40 jours pour justement discuter de cela et de sortir un programme. Donc, à mon avis, c'est justement cette initiative qui a été prise par Tomanou Damdoya qu'il faut féliciter parce que très souvent, tout le monde parle de coalition, tout le monde parle de constat consensuel sans que personne ne prenne l'initiative. Oui, sans faire le pas. Je voudrais dire que par rapport à ce que votre reporter tout à l'heure disait, non, c'est inédit parce que c'est assez rare les instants où on a vu qu'après la publication de la liste des candidats, on retrouve quand même des candidats qui s'asseyent avec pour perspective de construire cela. Très souvent, ça se fait avant, même le dépôt des candidatures, mais ça, c'est assez original. Docteur Bonono, vous avez brièvement répondu à la question du timing, en disant que vous étiez fixé ce délai, commencé à partir du début du contentieux, mais on sait quand même qu'il y a beaucoup de candidats qui ont vu leur dossier recalé par le Conseil électoral et qui ont saisi justement le Conseil constitutionnel. Vous réunir sans que ceux-là ne soient totalement ne connaissent véritablement leur sort. Est-ce que ce n'est pas les exclure déjà? Même si le timing vient de vous, Docteur René Bonono, bon, on va essayer de l'avoir tout à l'heure et il viendra répondre à cette question. Père Ludovic Lado, tout à l'heure, vous n'étiez pas d'accord lorsqu'il parlait d'une démarche inédite. Une démarche initiée par une femme, Patricia Tomanou Damdoya, qui a décidé quand même de réunir certains candidats dont les dossiers ont été validés par le Conseil électoral et des leaders des partis politiques de l'opposition. Pourquoi? Parce que c'est pas nouveau. Peut-être c'est nouveau parce que c'est une femme qui l'initie, une des figures de pro de l'opposition au Cameroun depuis des décennies. C'est peut-être ce qui est nouveau là-dedans, mais sinon, des coalitions, on en a vu dans le passé qui ont souvent capoté parce que, justement, les leaders ne sont jamais parvenus
à s'entendre. Je donne un exemple, par exemple, en 92, ça, je crois que le reportage l'a rappelé, en 92, une tentative de coalition a éclaté simplement parce que le candidat choisi, le premier candidat choisi, ou tout au moins consensuel, n'a pas eu l'aval, ou tout au moins l'assentiment de tout le monde. Et ils sont allés en ordre dispersé. Et quand on regarde les résultats, le président Paul Biya s'en sort avec pratiquement 36%, 39%. Le suivant, c'est à peu près 35%, et c'était Frundi, qui jusqu'aujourd'hui, officieusement, réclame la victoire à cette élection. Et puis ensuite, vous avez M. Ndamjoya, qui avait justement à peu près 19%. Et pour une élection à un tour, vous comprenez donc que si l'opposition avait mis toutes ses voix ensemble, c'est un candidat de l'opposition qui gagnait. Et donc, c'est extrêmement difficile dans une élection à un tour, s'il n'y a pas une coalition de l'opposition, de provoquer l'alternance. Et je donne un second exemple, peut-être qui peut nous servir de modèle, même si dans ce pays-là, je parle du Sénégal, les élections sont à 2 tours. En 2012, comment est-ce que Abdoulaye Wade perd les élections? Au premier tour, il a à peu près 34%. Au premier tour, il a 34% et Macky Sall a autour de 26%. C'est au second tour que tous les candidats malheureux, plus tous les partis d'opposition, plus des organisations de la société civile et des personnalités indépendantes coalisent et donc soutiennent Macky Sall. Et c'est comme ça que Macky Sall bat Abdoulaye Wade. Mais ça, c'est une élection à 2 tours. Mais dans une élection à 1 tour, ça veut dire qu'on peut gagner même avec 15% si celui qui vient après a 10%. Donc, ça, je crois que si les Camerounais, et on l'a dit tout à l'heure, M. Noupa l'a rappelé, les Camerounais ont soif du changement. Et donc, je pense que c'est la voie. Ça veut dire l'initiative de Fumban, c'est la voie. Espérons que cette fois-ci sera la bonne. Je ne pense pas qu'on a assez de temps pour entrer dans les détails d'un programme commun, parce que ça va aller très vite. Et je pense ici qu'il faut viser plus une coalition qu'une alliance, parce que quand on parle d'alliance, tout au moins en terminologie de la science politique, une alliance, oui, ça entraîne une certaine convergence en termes de programme politique. Alors qu'une coalition est plus pragmatique et peut-être même plus éphémère, parce qu'on a un objectif à atteindre, en un temps limité, on l'atteint et peut-être qu'on peut se disloquer ou bien on peut se partager le pouvoir. Donc, je pense qu'ici, je ne suis pas sûr qu'on a le temps pour travailler sur une vraie alliance pour les présidentielles qui arrivent, mais je pense qu'on peut travailler sur une coalition. Ceci dit, parce que beaucoup de Camerounais veulent d'abord, en fait, souhaitent d'abord que le régime de 43 ans quitte les lieux, et puis ensuite on verra, comme l'a d'ailleurs insinué un évêque quand il a dit que le diable prenne d'abord, et puis on verra. Donc c'est d'abord ça. Et je crois que si les hommes politiques veulent se réconcilier avec les Camerounais en cette matière, il faut qu'ils aillent effectivement vers une coalition ou une alliance, ils verront ce qui est mieux. Mais comme vous l'avez insinué, ça va être difficile d'y aller sans des poids lourds, comme même ce que son contentieux aboutisse ou pas, comme le Maurice Kamto, comme probablement aussi comme Bello Bouba, ainsi de suite. Donc, il faudra trouver le moyen de leur tendre la main et de les convaincre de rejoindre la dynamique, parce que les Camerounais attendent le changement. On aura le temps d'examiner le